Les halachot de Pessah qu'on va étudier, c'est sur la base du livre qui s'appelle Hag Pessah Bahalacha ou Bahagada. C'est le Rav qui s'appelle Rav Shalom Naki. C'est un Tamid Chacham extraordinaire qui a fait un très gros travail sur les livres du Rav Ovadia Yosef Zatzal. Il a fait une synthèse des halachot du Chazon Ovadia et de tous les livres du Rav Ovadia Yosef, de son fils Rav Yitzhak Yosef. En fait, il a fait un extrait pour relever principalement les halachot pratiques. Donc il passe sur tout ce qui est théorique, il ne se focalise que sur la pratique et les choses pratiques. Et en plus, c'est qu'il y a des éditions qui sont avec des voyelles ponctuées, ce qui rend encore plus facile le travail. Et donc il a simplifié en utilisant un hébreu vraiment facile et accessible, même pour ceux qui ne sont pas forcément hébraïsants. Alors, ça nous permettra à nous donc, au travers de cette étude sur texte, de travailler également la langue hébraïque. Si on n'a pas le temps d'aller au Ulpan, on va faire un Ulpan Torani. Tel que nous l'avons déjà appris, que la fête de Pessah recèle énormément de mitzvot, des mitzvot positives, des obligations, tout ce qu'on connaît des mitzvot du Leil HaSeder, tels que la consommation de la matzah, la lecture de la Haggadah, la consommation du maror, à l'époque du Beth Amikdash, l'agneau pascal, la boisson des 4 coupes de vin, le Hallel, la Afikoman, et ainsi de suite. Tout ce que vous connaissez. Ça, ce sont les obligations. Mais nous avons également les interdictions relatives à Pessah, telles que le Hametz. Le Issour du Hametz est réparti en plusieurs niveaux. L'interdiction de consommer le Hametz sous peine de karet, Chas v'Shalom, c'est-à-dire que ce n'est pas une interdiction classique, c'est de très très haut niveau, le Issour karet. Il n'y a pas plus grave au niveau des consommations interdites que le Issour karet. C'est comme manger à Kippour, c'est comme consommer du Helev ou du Dam. Il n'y en a pas beaucoup des Issourim de karet au niveau de la consommation. Également l'interdiction d'en profiter. Et ce qui est spécifique au Hametz, c'est même l'interdiction d'en posséder. Et la Torah s'exprime de deux façons. Balirae et Balimatse, et également Arbayom Arishon Tashbitu Seor Mibatechem. Donc une mitzvah assez d'éliminer le Hametz, et une mitzvah lota assez, c'est l'interdiction d'en posséder. Et pour ce faire, il faut procéder à la bdikat Hametz, bi'ur Hametz, bitul Hametz. Rechercher le Hametz dans tous les coins et recoins de la maison. Ensuite, ça ne suffit pas, peut-être qu'on ne l'a pas trouvé. Alors il faut faire bitul Hametz, après avoir même brûlé le Hametz physiquement, celui que l'on a trouvé. D'ailleurs, il y a deux bitul, il y a celui du soir, celui du matin. Le soir après l'abdikat Hametz, et le matin après le bi'ur Hametz. Donc, Be'ezrat Hashem, on aura l'occasion de discuter en détail de toutes ces halachot, mais ce sur quoi je voudrais m'arrêter ce soir, c'est l'étude de la kashérisation des kelim, des ustensiles qui avaient absorbé du Hametz pendant l'année et que l'on souhaiterait utiliser pendant Pessah. Quelle est la formule pour pouvoir se permettre l'utilisation d'ustensiles qui étaient Hametz pour cuisiner du kasher, kasher la Pessah. Alors je vais lire et traduire. Ta'am harsharat hakelim. Quelle est la raison de cette kashérisation? Hakelim shanu mishtamshim bahem bemeshech hashana lema'achale hametz. Les ustensiles que nous utilisons durant l'année pour des aliments hametz, mais ahar vehem blu'im me hametz, enanu yecholim nishtamesh bahem behag ha-Pesach. Étant donné que les parois de ces marmites, de ces kelim, sont imbibées et imprégnées du goût de l'aliment hametz,
Il est donc impossible de les utiliser pendant Pessah. Pourquoi? Car lorsque tu vas mettre dedans un plat kasher, ce plat kasher, quand il va cuire dans un keli, dans une marmite qui n'est pas kasher, eh bien le goût du hametz qui est imprégné dans les parois du keli va se dégager. On va voir qu'il y a plusieurs niveaux de chaleur, de température. Il y a le mode de cuisson qu'on appelle afia. Par exemple, si je mets des halotes ou des gâteaux sur la tôle, étant donné qu'il n'y a pas d'eau dans la plaque du four, il y a un contact direct entre le pain et la plaque du four, ce qui fait que l'absorption, elle se fait par le biais du feu. Le four est allumé avec du feu à l'époque, de nos jours avec des résistances électriques, mais c'est comme du feu, ce qui fait que, qu'est-ce qui a permis aux plaques du four d'absorber le goût du hametz? C'est le feu du four. Sans intermédiaire, sans écran, sans eau, mais directement à sec. Étant donné que c'est à sec et pas par le biais d'une cuisson à l'eau, c'est la raison pour laquelle la cachérisation va devoir se faire également avec le feu. On va voir tout de suite de quel passouk de la Torah on le déduit. Mais si ça avait absorbé le goût du hametz par le biais de l'eau, par exemple, une marmite dans laquelle on a mis de l'eau et des spaghettis, donc ces macaronis qui sont du hametz, ont donné du goût à l'eau et l'eau à la marmite. Donc la marmite a absorbé le goût du hametz par le biais de l'eau qui était bouillante, qui était sur le feu. Pour cachériser une telle marmite, qui a absorbé le goût du hametz par le biais de l'eau bouillante, eh bien, ça doit se faire dans de l'eau bouillante. Qui peut le plus, peut le moins. Si tu prends un chalumeau, et tu mets sur le feu, et tu brûles jusqu'à ce que le métal rougisse, qu'il y ait même des étincelles qui jaillissent, c'est évident que la cachérisation est valable. Car, qui peut le plus, peut le moins. Ce qui est absorbé directement par le feu, c'est une absorption plus forte que si ça absorbé par le biais de l'eau bouillante. Puisque j'en ai parlé, alors, rappelons qu'il y a 4 niveaux. Absorption par le feu, absorption par l'eau bouillante, mais lorsque la marmite est sur le feu, absorption par l'eau bouillante, mais lorsque la marmite n'est pas sur le feu. Exemple, vous avez un bouillon de vermicelle. Vous avez pris la marmite, la soupière, la marmite qui était sur le feu, vous l'avez amenée à table. Et madame, elle prend une louche. Et elle sert la soupe dans les assiettes avec la louche. La louche, elle a été trempée où? Dans la marmite. La marmite, elle était sur le feu. Mais au moment où la louche était dans la marmite n'était pas sur le feu. Est-ce que ça fait une différence? Eh bien oui. Car lorsque c'est sur le feu, ça atteint l'ébullition. Quand c'est en dehors du feu, c'est une chaleur très forte, mais ce n'est pas en état d'ébullition. Comment ça s'appelle? Ça porte un nom. Keli Rishon, chez Al-Gabé Ha'esh, Keli Rishon, chez Eno Al-Gabé Ha'esh. Pour cachériser la louche, il faudra la mettre où? Dans un Keli Rishon, c'est-à-dire une marmite d'eau bouillante qui était sur le feu. Même si je l'ai retirée du feu, je peux mettre dedans la louche et la cachériser. À plus forte raison si la marmite elle est sur le feu et qu'elle est dans un état d'ébullition. Car encore une fois, je répète, qui peut le plus, peut le moins. Encore, imaginons les cuillères. J'ai bu la soupe de vermicelle. C'est du hametz les vermicelles ou pas? Évidemment que c'est du hametz. J'ai mangé la soupe de vermicelle avec une cuillère. Cette cuillère, elle était où? Dans le bouillon qui était où? Dans l'assiette. L'assiette, qu'est-ce qu'elle est? Keli sheni. Car on a transvasé la soupe
qui était dans la soupière, dans la marmite, on l'a transvasé dans l'assiette. L'assiette est Keli Sheni. La cuillère, elle a absorbé le goût des vermicelles dans un Keli Sheni, pas dans un Keli Rishon. Eh bien, je peux prendre une bouilloire d'eau chaude, je mets dans une barquette en alu ou dans une marmite et je jette là-bas mes cuillères. Et ça suffit? Eh bien oui. Car nous allons apprendre le principe de Kebol'o Karpolto. De la même façon que le Keli a absorbé le goût du Hametz, ainsi il va pouvoir évacuer le goût du Hametz. S'il a absorbé avec le feu, dans le four, directement par la chaleur du feu, c'est comme ça qu'on va pouvoir le cachériser, par le feu. S'il a absorbé par l'eau bouillante qui était sur le feu, il faudra le cachériser dans l'eau bouillante qui est sur le feu. D'ailleurs, ici à Natania, comme Baruch Hashem dans toutes les villes d'Israël, vous avez des organisations de cachérisation. Comment? Ils mettent des immenses marmites, et comme ça, vous venez avec votre petite casserole, et vous la mettez dans le feu, dans la bouillante, pardon, dans la grande marmite, où l'eau bout, au moment où ça bout, comme ça, ils ne se prennent pas la tête. La cuillère, le couteau, la casserole, la louche, ils mettent tout dans une marmite où l'eau est à ébullition. Comme ça, on est tranquille, on ne se pose plus de questions. On sait que ça a absorbé avec de l'eau chaude, même si c'était de l'eau chaude qui était sur le feu, eh bien voilà, c'est sur le feu. Qui peut le plus, peut le moins. Donc on peut mettre dedans ce qui a absorbé le Hametz en tant que Keli Sheni, ce qui a absorbé le Hametz en tant que Keli Rishon Sheno al Gabe Ha'esh, ce qui a absorbé en tant que Eirouille. Vous savez qu'est-ce que c'est Eirouille? Eirouille, c'est le versement. Par exemple, quand j'ai pris, exemple, j'ai une soupière. La soupière, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris ma marmite ou ma casserole qui était sur le feu où il y avait la soupe de vermicelle et je l'ai versée dans la soupière. La soupière, elle a absorbé de quelle température? Comment ça s'appelle, cette température? Hein? Vous dites Keli Sheni. Eh bien, c'est plus que Keli Sheni. Ça s'appelle Eirouille Mikeli Rishon. Qu'est-ce que ça veut dire Eirouille Mikeli Rishon? Du versement du premier Keli. Car la marmite, elle était sur le feu. Comment ça s'appelle? Keli Rishon. Après, quand j'ai versé le contenu de la casserole dans la soupière, elle a subi, elle a reçu une chaleur de quoi? De Eirouille Mikeli Rishon. Pas Keli Sheni. Keli Sheni, c'est la cuillère. Quand je vais prendre ma cuillère ou ma louche et je vais la mettre dans la soupière, eh bien la soupière, c'est Keli Sheni. Mais la soupière, elle a subi une chaleur de Eirouille Mikli Rishon, de versement de Keli Rishon. Quelle est la différence entre Keli Rishon chez Al Gabe Ha'esh, Keli Rishon chez No Al Gabe Ha'esh, Eirouille Mikeli Rishon et Keli Sheni? Quelle est la différence? Voyez-vous, même dans l'eau bouillante, on a énuméré 4 niveaux. 1, 2, 3, 4. Rien que l'eau bouillante. Je n'ai pas parlé du feu. Le feu, c'est encore un autre mode de cuisson. Cuisson à sec avec le feu dans le four, ça c'est déjà l'iboun. Moi maintenant je parle de Haga'ala. Haga'ala, 4 niveaux possibles. Keli Rishon chez Al Gabe Ha'esh, la marmite qui était sur le feu. Donc c'était à ébullition. Très bien. Deuxième possibilité, j'ai retiré la marmite de vermicelle qui était sur le feu, elle est posée ici sur la table. Je prends une louche, je mets dans la marmite. Ça s'appelle quoi? Que cette louche, elle a absorbé le goût du Hametz. Avec quelle température? Keli Rishon, mais qui n'était pas sur le feu. Très bien. Troisième possibilité, je prends ma marmite où il y avait les vermicelles, je verse dans la soupière. La soupière, elle a absorbé avec quelle chaleur? Eirouille, Mikli, Rishon. Versement du premier Keli au deuxième Keli. Et maintenant, la cuillère avec laquelle je mange, par exemple, l'assiette ou la soupière, la louche avec laquelle je prends de la soupière qui était, la louche qui était dans la soupière, qu'est-ce qu'elle est?
Keli Sheni. La soupière, elle est Keli Sheni. Donc la louche que j'ai mis là-dedans, comment ça s'appelle? Keli Sheni. La louche, elle est absorbée, mais Keli Sheni. Pour cachériser, comment on fait? Rappelons la règle. 3 mots. Kebolro, kar, polto. Comme ça a absorbé, ainsi ça va dégorger. Comme ça a absorbé, c'est comme ça qu'on va évacuer le goût. On n'a pas besoin de plus. Si on fait plus, comme on a dit, qui peut le plus peut le moins. D'avoir à bracha, et c'est ce qu'ils font. À Natania, vous allez à Vijnitz, là-bas, ou à Galetzand, vous allez voir, ils ont des très grandes marmites qui est toujours sur le feu, et d'ailleurs, ils attendent, parce que parfois ça refroidit, à force de mettre dedans des kélis, ça refroidit l'eau. Alors ils attendent, avant de mettre dedans des kélim, que ça reprenne l'ébullition. Et comme ça, on est tranquille. Pourquoi il y a une différence de température et de chaleur? Il y a des facteurs de refroidissement. Par exemple, lorsqu'on prend quelque chose qui était sur le feu, c'était à ébullition. Dès que je retire du feu, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'ébullition. Donc déjà, le retrait du feu, c'est déjà un premier facteur de refroidissement. Mais quand même, comme les parois, elles sont brûlantes, parce qu'elles étaient sur le feu, ça s'appelle Keli Rishon, même si ce n'est plus Al Gabe Ha'esh. Maintenant, quand je verse, je vide cette marmite. Ce qui sort de cette marmite, comment ça s'appelle? Eirouille Mikli Rishon. Versement du premier Keli vers le deuxième Keli, vers le Keli Sheni. Mais dans l'air, qu'est-ce qui se passe dans l'air, les amis? Il se refroidit. Comment s'appelle le facteur de refroidissement au moment du versement? L'air. L'air est un facteur de refroidissement. Très bien. Maintenant, ça atterrit dans le Keli Sheni. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand ça atterrit dans le Keli Sheni? Qu'est-ce qui se passe? Encore un refroidissement. À cause de quoi? Bravo! Les parois du Keli Sheni sont froides. Donc c'est un deuxième facteur de refroidissement. D'où la règle que vous connaissez même Shabbat. Rappelez-moi la règle. Il y a 4 mots. Keli Sheni Eno Mevachel. Un Keli Sheni ne peut pas cuire. Tu prends un œuf, tu le mets dans le Keli Rishon, il cuit. Tu le mets dans le Keli Sheni, il ne cuit pas. Bien que l'œuf, certains l'assimilent à Kaleh Habishul. C'est quoi Kaleh Habishul? Des choses qui cuisent facilement. Par exemple, le Mishnah Boura dit que c'est assourd de prendre des feuilles de thé et de les mettre dans le Keli Sheni. Pourquoi? Parce qu'il dit que les feuilles de thé, c'est quelque chose qui cuit facilement. Ça rentre dans la catégorie de Kaleh Habishul. Si vous regardez le Shulchan Aruch dans Ilchot Shabbat, Siman Shin Yud Het, il nous parle là-bas de Kulias HaIspenin, Shehada Hatan Zuigmar Melartan. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle là-bas de petits poissons qui avaient été salés, et ensuite quand vous les faites passer à l'eau chaude, même de Keli Sheni, même Eirouy Bikli Rishon, ou bien Keli Sheni, il dit Ada Hatan Zuigmar Melartan. Étant donné que la chair du poisson a déjà été travaillée par le sel, où ça a macéré et mariné, maintenant il suffit de peu de chaleur pour que ça cuise, et ça achève, ça parachève la cuisson. Eh bien Shabbat c'est assour, pourquoi? Parce que ça s'appelle Kaleh Habishul. Et là vous allez voir la bagarre entre les poskim, par exemple au niveau du thé. Est-ce que ça s'appelle Kaleh Habishul ou pas? Le Mishnah Boura, il dit waouh, Hosheshani lo mehatat. À propos de Shabbat, il dit celui qui fait du thé pendant Shabbat, je crains qu'il ait transgressé une melacha de Bishul be Shabbat minatora. C'est un sujet qui est débattu. Dans le Yalkut Yosef, il va dire que les sachets de thé se seraient permis, et même avec un hirouille, parce qu'il dit que hirouille mevachel qui déclipa. Le hirouille, quand on verse de l'eau chaude sur quelque chose, ce versement ne peut pas cuire en profondeur. Il ne peut cuire que en superficie, que superficiellement.
Et c'est quoi la superficie? C'est la première couche, la première pellicule qui est au-dessus de l'aliment. Il dit quand vous avez des sachets de thé, c'est quoi la pellicule? C'est le papier. Et donc il dit que la chaleur de cuisson qui provient du rirouille a un impact sur le papier, pas sur le thé. Et donc il dit qu'il n'y a pas de Issour Bichoul dans Kli Sheni ou dans Rirouille Mikli Rishon par rapport au sachet de thé. Mais le thé, il met du nana. Hein? Pour le thé, un sachet de thé. C'est mieux que les... D'une autre, il faut un Kli Sheni. Et maintenant, on est en train de dire que même Hirouy Mikli Rishon, ce serait permis, puisque Hirouy Mevachel Kedek Lipa. Mais bien sûr que les Mahmirim, ils font pas seulement Kli Sheni. Les Mahmirim, Kli Shlishi. Parce que Shabbat, on a peur. Alors, qu'est-ce que tu as à perdre? Qu'est-ce que tu as à perdre? Tu prends d'abord de l'eau, du kumkum, tu mets dans un verre. Et de ce verre, tu fais passer un autre verre. Comment s'appelle le premier verre, les amis? Bravo! Keli Sheni. Deuxième verre, comment il s'appelle? Keli Shlishi. It's very good. Qu'est-ce que tu as à perdre? Sois Mahmir, Shabbat. Je ferme la parenthèse de tout ce que je viens de dire pour revenir au sujet. Le sujet à propos de Pessah. C'était juste pour vous montrer pourquoi on parle de ces 4 niveaux de température de chaleur. C'est parce qu'il y a à chaque fois un facteur de refroidissement qui fait qu'on n'a pas besoin de plus que la température qui a été utilisée pendant l'année pour le Hametz. Car la règle étant Kebolro, Karpolto. Comme ça a absorbé, ainsi ça va dégager et évacuer le goût du Hametz. Alors, ici il nous dit comme ça. Mi sheyachol yahed le'atzmo ma'arechet kelim yuhedet le Pesach tavor alav bracha. Si quelqu'un peut avoir des kelim spécifiques à Pessah, tavor alav bracha. Faire comme les Américains. Vous savez comment ils font les Américains? De cuisine. À Pessah, ils ferment l'une, et l'autre, ils l'ouvrent. C'est la cuisine de Pessah. Et ils ont tout là-dedans, de A à Z. Tavor alav bracha. Mais il faut avoir les moyens pour ça. וישים לב להצניע את כל כלי החמץ שישתמש בהם במשך השנה בארון מיוחד. ויסגור אותו ויכתוב עליו כלי חמץ לבל יטעו להשתמש בהם בפסח. Et que fait-il donc avec les kelim qui sont hametz? Il les enferme et il écrit sur l'armoire kelim hametz. Il ferme à clé, il met la clé de côté pour qu'il n'y ait pas d'oubli que quelqu'un par erreur aille ouvrir et se servir des kelim. Ve'omnam, mais en effet, pas tout le monde a la possibilité de pouvoir avoir tous les kelim en parallèle pour Pessah. Alors, de ce fait, il va utiliser certains kelim de l'année, certains appareils de l'année. Alors, il faut apprendre les lois relatives à la cachérisation pour ne pas commettre d'erreurs. Alors maintenant, juste ce qu'on va apprendre pour ce soir, c'est le makor de la Torah. Quelle est la référence toraïque à cette mitzvah de cachérisation? Ça veut dire que lorsqu'on veut utiliser des kelim non cachers, qu'on peut bien mettre les cachériser. Comme quoi ce n'est pas fatal. Ce n'est pas parce que le keli a absorbé le goût du non cachère qu'il faut le jeter. Non, il y a une possibilité de le rattraper, de cachériser. On l'apprend dans dans Parashat Matot, après la guerre de Midian, contre Midian, la Torah nous a dit que tout le butin qui a été récupéré dans cette guerre contre Midian, eh bien, il y avait dedans des ustensiles culinaires, lesquels étaient cachérisables. Mais la Torah nous donne le principe. Regardez. כשחזרו עם ישראל ממלחמת מידיין, הביאו עמם שלל גדול של כלי כסף וכלי זהב. Quand ils sont revenus de la guerre, ils ont ramené avec eux un grand butin d'ustensiles en métal, en argent, en or, en étain, en cuivre, en bronze, et ainsi de suite. וציווה אותם הקדוש ברוך הוא להכשיר את כל הכלים מבליעת המאכלות האסורות שנבלעו בהם. הקדוש ברוך הוא leur a dit, si vous voulez utiliser ces kelim, eh bien il faut d'abord évacuer le goût du non cachère que ces kelim ont absorbé
lorsque les goyim avaient utilisé ces mêmes kelim pour mettre dedans du porc et du cheval et ainsi de suite, toutes leurs isurim, il faut d'abord cachériser. Regardez le pasuk. Vayomer el Azar et Kohen el anshe hatzava habayim la milchama. Zot chukat haTorah, asher tziva Hashem et Moshe. Voici la loi qu'Akadosh Baruch Hu a ordonnée à Moshe. Ach et hazahav, vet hakesef, et hanechoshet, et habarzel, et habedil, vet haoferet. L'or, l'argent, le cuivre, le métal, l'étain et le plomb. Kol davar asher yavo ba'esh ta'aviru ba'esh. Vetaher. Toute chose tout keli qui est absorbé par le biais du feu, eh bien vous devrez le passer au feu pour le cachériser, ainsi vous allez le purifier, le rendre apte à l'utilisation. Ach bemenida ithata. Mais il faudra en plus le passer au mikvé, puisque d'où on a récupéré ces kelim de chez les goyim. Et on le sait très bien que tout keli qu'on a pris d'un goy, pour l'utiliser, il faut d'abord le passer au mikvé. Un keli culinaire qui n'a pas été utilisé à sec dans le feu, c'est-à-dire qu'il a servi par le biais de l'eau bouillante, ta'aviru bamaim. Alors là, sera cachérisé avec de l'eau bouillante. Mi psukim elu, anu lemedim. De ces versets, on apprend qui kol keli, tout ustensile, asher bala mima achal isur, kede leachshiro leagia leplitat haisur kalil, hershemo kederech tashmisho. Eh bien, on a appris le principe. Hershero kederech tashmisho. Comment tu cachérises? Eh bien, de la même façon que tu l'as utilisé, c'est comme ça que tu vas le cachériser. Kebolro karpolto. Comme il a absorbé, ainsi il va dégorger. Ve'en mevarechim halercher hakelim. Il n'y a pas de bracha pour la cachérisation des kelim, parce que c'est quelque chose qui est en fait facultatif. Tu n'es pas obligé, tu peux aller acheter un keli neuf. Tu n'as pas d'obligation d'utiliser ce keli. Alors, Be'ezrat Hashem, demain, nous rentrerons dans les détails de ces halachot, et je vais juste terminer avec un point important, c'est qu'il nous dit que la cachérisation à l'eau bouillante qu'on appelle haga'ala, parce que la cachérisation au feu, ça s'appelle liboun. Pourquoi ça s'appelle liboun? Liboun, quelle est la racine du mot? Lavane. Et pourquoi ça s'appelle lavane? Chauffé à blanc. Même en français, on le dit. Mais au début, on fait rougir le métal, et après, il devient blanc. Nickel chrome. Ça s'appelle liboun ba'esh. Mais aga'ala, le mot aga'ala, ça veut dire dégorger, rejeter, évacuer. Donc, le goût qui a été imprégné dedans, alors il faudra, avec l'eau bouillante, l'extraire. Eh bien, cette extraction se fait avec l'eau bouillante, mais attention. Il est écrit « Ach bemenida ithata ». C'est quoi le mot « ach » ? Seulement. De là, les hachamim ont dit que le keli doit être seul, c'est-à-dire sans corps étranger. Car s'il y avait un corps étranger, ça fait écran entre l'eau et le keli. Et je vais dire que le plus difficile dans la cachérisation, c'est le nettoyage préalable. Avant de passer à l'eau bouillante, tu dois astiquer. Et grâce à Dieu aujourd'hui, on a des produits, des agents actifs qui sont des produits détergents d'une force extraordinaire, des décapants, le décape-four, ce qu'ils appellent en Israël choumanite. La choumanite, elle décape, elle t'enlève même la couleur, même la peinture, elle t'enlève tout. Eh bien, ça c'est quelque chose d'extraordinaire, pour deux raisons. Premièrement, c'est que ça permet une bonne cachérisation par la suite. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, l'eau bouillante n'a d'effet sur le keli que si le keli était nickel chrome, qu'il n'y avait pas d'écran, qu'il n'y avait pas de saleté, il n'y avait pas des taches de graisse ou des choses comme ça. Il était ach, ça veut dire seul. Tu as enlevé tout corps étranger. Or déjà, le produit il t'aide à décaper, comme ça après quand tu frottes, tu enlèves toutes les saletés. Mais en plus, c'est que c'est pogem le keli, bravo. C'est pogem le goum. Pogem le goût. Le goût, vous savez que le goût
qui rend interdit l'aliment cachère, le goût de l'aliment non cachère qui rend interdit l'aliment cachère, comme par exemple, si j'ai pris une marmite d'un goy, où il avait cuit dedans son cheval ou son porc, j'arrive dans un chalet, j'arrive pour les vacances, dans une maison de vacances, j'ouvre les armoires, il y a là-bas dedans des casseroles. Qu'est-ce qui peut se passer? C'est que le goût que ces casseroles ont absorbé, et maintenant quand je vais cuisiner dedans ma soupe, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Le goût du cheval va passer dans la soupe. C'est ça ce qui est assourd. Mais c'est seulement si c'est un bon goût de cheval. Mais si c'était un goût détérioré, un goût dégradé, un goût qui est dégradé, ne peut pas interdire. Ça s'appelle en hébreu noten ta'am lifgam. Noten ta'am lifgam. Quand ça donne un goût pagoum, un goût mauvais. Un goût mauvais n'interdit pas. Vous verrez, Be'ezrat Hashem, Blineder, on aura l'occasion d'expliquer le din du lave-vaisselle. La cachérisation du lave-vaisselle, basée sur cette notion-là du mauvais goût, on verra Be'ezrat Hashem. Mais en tout cas, comme tu mets la choumanite, ça a un goût très très fort qui s'imprègne, en plus c'est pogem. Donc c'est un avantage supplémentaire avec les produits détergents du monde moderne qui n'existaient pas autrefois. Alors voilà Be'ezrat Hashem, une petite introduction des halachot de cachérisation.